Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi. Hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Ça y est, on reprend. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. Ce podcast, honnêtement, c'est une formidable aventure créative, c'est des rencontres merveilleuses, c'est des sujets sérieux, un brin de légèreté et beaucoup d'engagement. Et justement, pour cette deuxième saison, j'ai eu envie d'un volet plus engagé. Vous le savez si vous nous suivez jusqu'à présent, avec Wake Up, notre cheval de bataille, c'est la connaissance de soi. On croit qu'à partir du moment où l'on commence à bien se connaître, on devient plus respectueux de l'environnement et des autres. Depuis plus de 3 ans, on encourage des milliers de personnes qui s'inscrivent à nos cours et à nos programmes à mettre leurs talents au service de la planète et de l'humanité. Alors cette fois-ci, j'ai eu envie d'entendre des récits de personnalités humanistes, des entrepreneurs, des explorateurs, des auteurs engagés, des gens qui, comme vous, comme moi, cheminent vers les questions existentielles de la vie. Ensemble, on discute de leurs histoires, de leurs combats, de leurs tracas aussi, de leur vision du monde, mais surtout de leur goût pour la vie. Et qui de mieux pour démarrer cette nouvelle saison que l'activiste de l'année Cyril Dion? Vous l'avez certainement vu dans le documentaire Demain qu'il a co-réalisé avec Mélanie Laurent. Ce documentaire recense les initiatives positives en faveur de l'environnement et a fait un carton en 2015, un César et plus de 2 millions d'entrées. Cyril Dion a aussi cofondé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, participé à l'action L'Affaire du siècle et il a récemment été nommé garant de la Convention citoyenne sur le climat. Il est ce que la jeunesse a besoin, idéaliste, humaniste, sans chichi. Dans cet épisode, il relate le scénario d'un effondrement de notre civilisation et il parle des solutions collectives que nous devons mettre en œuvre. Il raconte aussi son burn-out en 2012 face à l'ampleur de la tâche, mais surtout l'espoir qui le raccroche tous les jours à son combat. Un immense merci à mon ami Thomas pour avoir organisé cette rencontre. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Cyril Dion. Merci Cyril d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, merci à Thomas Mignot d'avoir organisé cette rencontre qu'on embrasse fort, qui n'est pas avec nous, mais on est vraiment content d'être ici chez Actes Sud, ton éditeur. Peut-être qu'on va commencer tout simplement par te présenter. Donc, qui es-tu, Cyril Dion? Je suis plein de trucs. Je suis un être humain de 41 ans. J'ai 2 enfants. Je suis marié avec... je suis en tout cas en couple et en compagnonnage avec ma chérie depuis 21 ans. En ce moment, mes activités principales, c'est d'écrire des livres, de faire des films. Les personnes qui me connaissent, souvent elles me connaissent à cause d'un film que j'ai fait avec Mélanie Laurent qui s'appelle Demain. Avant ça, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai dirigé une ONG qui s'appelle Colibri pendant 7 ans. J'ai organisé des congrès israélo-palestiniens. J'ai organisé le 1er et 2e congrès mondial des imams et rabbins pour la paix. J'ai créé une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle Le Domaine du possible, un magazine qui s'appelle Kaizen. J'ai été réflexologue pendant une époque. Je faisais de la réflexologie plantaire chez Warner Music et chez Sony Music. Génial. Pourquoi pas. Et avant ça, j'étais acteur. J'ai fait des études d'art dramatique et j'ai été acteur quelques années. Voilà. Je n'ai fait que des daubes, donc si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Enfin, vous n'êtes pas obligé de chercher. Un mot qui te décrit pas mal et en tout cas qu'on revoit souvent dans la presse, c'est activiste. Ça veut dire quoi pour toi, être activiste? Ça veut dire que je m'active, certainement. Activiste, c'est le mot anglais pour dire militant ou personne engagée et qui essaye de faire bouger les choses dans son secteur.
Donc c'est vrai que j'ai aussi une partie de mon temps qui est dédiée à essayer de secouer un peu le cocotier et de faire avancer les choses sur le plan écologique. Je le faisais beaucoup quand je dirigeais une ONG et maintenant je suis amené à nouveau à le faire parce que j'ai un peu plus de notoriété, donc on vient régulièrement me chercher pour aider un certain nombre d'initiatives. Et j'ai trouvé ça amusant la manière dont tu décrivais aussi ton métier ou enfin ton activité activiste, c'est aussi le fait de raconter des histoires. Peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire et en particulier celle du monde actuel dans lequel on est, dans lequel on vit, la crise, la situation écologique qu'on est en train de traverser et peut-être les risques d'un effondrement? Donc, il était une fois une espèce un peu invasive qui s'appelle les êtres humains qui ont trouvé du pétrole dans les sous-sols de leur planète et du charbon. Et ayant compris comment ils pouvaient utiliser ces énergies, se sont mis à se répandre de façon très accélérée sur cette petite planète et à accélérer leur exploitation de ces ressources. Et il se trouve que depuis 60 ans, la population mondiale a triplé. On est passé en gros de 2, enfin même plus que triplé, 2 à 7,5 milliards, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On a intensifié à partir de la révolution industrielle, mais encore plus certainement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction, les 30 Glorieuses, l'extractivisme, c'est-à-dire le fait d'aller extraire des matières premières de la croûte terrestre pour pouvoir fabriquer des objets, pour pouvoir donc faire des voitures, faire des smartphones, faire des ordinateurs, construire des routes, des autoroutes, des magasins, des hangars, des supermarchés. Avec une nouvelle croyance collective qui est que pour que nos sociétés puissent parvenir à une forme d'aboutissement, de prospérité, il faut de la croissance économique. Et que cette croissance économique est devenue l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques, de nos organisations économiques et sociales, à tel point qu'un certain nombre d'économistes disent que c'est devenu un dogme quasi religieux, puisqu'on a vécu, l'humanité a vécu des millénaires sans se préoccuper particulièrement de la croissance économique. Mais voilà, cette civilisation moderne considère que c'est cette croissance économique qui permet à l'ensemble du système de se maintenir. La croissance économique et les énergies fossiles en réalité. La conséquence de ça, c'est qu'on rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère de façon considérable. En gros, on va chercher le carbone qui est dans le sol, qui a mis des millions d'années à se fossiliser. On le brûle pour faire de l'énergie et en le brûlant, on dégage ces gaz à effet de serre qui finissent par être comme une sorte de couverture qu'il y a entre l'atmosphère, entre l'espace et nous. Et j'ai bien aimé l'explication que donnait Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC, qui disait c'est un peu comme quand vous êtes dans votre lit et que vous avez une couette. La couette, elle va emprisonner la chaleur de votre corps pour la garder de façon à ce que vous n'ayez pas froid dans votre lit. Et ben finalement, les gaz à effet de serre, c'est un peu la même chose. C'est comme une couette qu'on aurait mis au-dessus de nous qui empêche la chaleur de la Terre de s'enfuir vers l'espace et qui la garde prisonnière à l'intérieur du globe et de l'atmosphère. À tel point que la température s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis le début de l'ère industrielle et puis depuis le début du relevé des températures. Et que les trajectoires que les scientifiques nous brossent aujourd'hui, c'est plus 5 à plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Ce qui voudrait dire que notre planète deviendrait aux 2/3, peut-être même aux 3/4 inhabitable. Et que toutes les personnes qui vivent dans ces zones qui seront intenables à plus 7 degrés, qui sont déjà difficilement tenables, quand on voit que le Qatar ou l'Arabie Saoudite climatise les stades, climatise les rues parce qu'il fait trop chaud. Là, j'étais en Inde pour un tournage, il faisait entre 35 et 40 avec 60% d'humidité. On ne tient pas au soleil plus de 10 minutes.
Donc, tous les habitants de ces pays-là vont être contraints soit de migrer, soit de rester là, et il y a de fortes chances qu'ils meurent. Qu'ils meurent pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la chaleur sera intenable et que tous les pays n'auront pas la possibilité financière ou technologique de climatiser partout. D'autant plus que climatiser partout contribue à aggraver le problème, puisque le principe d'un climatiseur, c'est qu'en fait, il va aller chercher l'air chaud à l'intérieur pour le rejeter à l'extérieur. Donc, quand vous avez un embouteillage avec plein de voitures climatisées ou quand vous avez des immeubles avec des climatiseurs partout, en réalité, ça augmente la température ou de l'espace où il y a la route ou du quartier. Donc, on se retrouve avec des aires urbaines qui sont encore plus chaudes alors qu'il fait déjà des chaleurs torrides. Cet été à Paris, j'étais ce jour-là sur les Champs-Élysées, il faisait 43, sauf qu'en fait il faisait 43 parc Montsouris sous les arbres, donc au milieu des Champs-Élysées, a priori il faisait plutôt 46, 47. Si ce type d'été-là se reproduit un nombre important de jours dans l'année en France, on peut imaginer ce que ça va être au Maghreb, ce que ça va être dans certaines régions du Brésil, de la Chine, dans l'Afrique subsaharienne, de l'Inde. Au-delà même du fait que les êtres humains pourraient ne pas supporter la chaleur et que ça pourrait occasionner des décès, les scientifiques nous disent aujourd'hui que pour chaque degré d'augmentation de la température, on perd 10% de rendement agricole. Donc plus 7 degrés, ça fait moins 70% de rendement agricole. Donc là, ça devient compliqué un petit peu de nourrir tout le monde. Donc ça veut dire émeute de la faim, donc ça veut dire là aussi famine, des gens qui meurent. Ces grandes migrations qui pourraient intervenir à cause du changement climatique vont avoir d'autres conséquences, notamment, on peut imaginer des conflits. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Max Planck en Allemagne sur le bassin méditerranéen qui dit, en gros, toute cette population de 500 millions de personnes peut être amenée à migrer. Ils ne vont pas migrer vers le sud, ils vont migrer vers le nord. S'ils migrent vers le nord, il y a de fortes chances que nos pays érigent des frontières, des murs, voire même mobilisent l'armée pour empêcher ces personnes de rentrer. Ça va créer des déstabilisations politiques, ça risque d'accélérer l'émergence de régimes d'extrême droite. Ça va aussi avoir des impacts sur les espèces vivantes, ça en a déjà, ça va accélérer la disparition des espèces. À la fois ce qu'on appelle des apex predators, c'est-à-dire les espèces qui sont en haut des chaînes trophiques, mais aussi des autres. Là, on a déjà perdu 80% des insectes volants en Europe ces 30 dernières années, 30% des oiseaux, 60% des mammifères, des populations de mammifères invertébrés. Si les insectes disparaissent, là aussi, on n'est plus forcément capable de se nourrir. Ça a aussi un impact sur l'océan. L'océan s'acidifie à cause du changement climatique. Quand il s'acidifie, les coraux ont tendance à blanchir, donc à mourir. Les coraux, c'est un peu les forêts des océans. C'est là où plein d'espèces nichent. Donc c'est là où ils font des petits. Donc ça veut dire que plein d'espèces qui sont dépendantes des coraux meurent. D'autres espèces meurent à cause de la pollution, et notamment de la pollution du plastique, à tel point que des scientifiques disent si on continue à ce rythme-là, on pourrait avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Sauf que les océans prodiguent 40% de l'oxygène qu'on respire et sont le principal puits de carbone. Donc là aussi, si l'océan n'est plus capable d'exercer sa fonction, on peut imaginer que ça crée une forme d'emballement. Emballement qu'on va avoir aussi avec les incendies, qu'on a déjà eu cet été. Si les forêts partent en fumée, c'est des puits de carbone en moins. C'est aussi beaucoup de gaz à effet de serre qui vont dans l'atmosphère. Autant dire qu'on n'est pas bien, quoi. Ouais. Et au chapitre effondrement. J'aime bien ta tête. Ouais, bon, ok, ça suffit. Arrête maintenant. Très bien. Bah non, mais effondrement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un effondrement. À partir l'effondrement, enfin, ce que les collapsologues appellent l'effondrement, c'est Yves Cochet dit que c'est l'incapacité des États à assurer un certain nombre de services de base à la population grâce à des réseaux centralisés. Ça veut dire être capable de continuer à nourrir les gens, donc grâce à des systèmes aujourd'hui qui sont effectivement très centralisés. En France, il y a 5 centrales d'achat, Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, blablabla,
qui concentre 80% de la nourriture qui est produite et qui la dispatche ensuite à coups de camion dans les supermarchés. Si demain le pétrole vient à manquer ou s'il est trop cher ou si un certain nombre de catastrophes climatiques font que les récoltes sont extrêmement peu abondantes, ce réseau centralisé ne pourra plus fonctionner. Il ne pourra plus faire les camions, mais il y aura plus non plus suffisamment d'alimentation à acheminer vers les villes. Or, comme les villes ont très peu d'agriculture à proximité, qu'elles sont très peu autonomes, ça peut aller très vite. On dit qu'il y a 2-3 jours d'autonomie. En général, dans les villes, c'est ce que les paysans disaient à nouveau là, quand ils ont bloqué le périphérique il y a quelques jours. Même chose avec l'eau. Problématique d'eau. Donc il y a plusieurs villes dans le monde, Le Cap, Chennai, qui sont passées très près du jour zéro, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Effondrement de la biodiversité, hein, on le vit déjà, mais les scientifiques parlent de 6e extinction de masse des espèces. Effondrement démographique, potentiellement. Il y a un scientifique allemand, là, Joachim Hans Schellnhuber, qui est le directeur de l'Institut de recherche climatique de Potsdam, qui avait fait une modélisation en 2009, donc qui est juste une modélisation, mais enfin, qui peut donner un ordre de grandeur, où lui, il disait si on arrive à plus 5 degrés à la fin du siècle, on pourra être 1 milliard sur cette planète, pas 7. Donc là aussi, énorme effondrement démographique, effondrement économique potentiel. Si le prix du pétrole augmente en flèche, si des cataclysmes climatiques détruisent les récoltes ou empêchent les récoltes, là aussi, on voit bien que très rapidement, comme ce système économique est fondé sur la confiance, et ben, la confiance va se perdre et donc on va voir des dévissages très importants des actions en bourse et donc de la finance mondiale et donc avec les conséquences qu'on connaît, comme celles qu'on a vues en 2009. Bon, ton histoire, elle fait peur. Bah oui. La question qui suit, tu la connais. Bienvenue au club des gens qui ont du mal à dormir. Ouais. La question qui suit, tu la connais, c'est en entendant ces histoires, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas plus vite? Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas tous plus collectivement? Il y a plein de raisons à ça. Une des premières raisons, c'est que ça, c'est un garçon qui a écrit un livre qui s'appelle Le Bug Humain qui raconte ça, que nos cerveaux sont programmés pour rechercher des gratifications à court terme. Ces gratifications sont en règle générale des sécrétions hormonales qu'on va avoir quand on mange, quand on a des rapports sexuels, maintenant dans notre société moderne quand éventuellement on achète un truc, quand on a des likes sur nos réseaux sociaux, qu'on sait que des petits likes ou des petites notifications, ça envoie un petit peu de dopamine. Voilà, sinon c'est de la sérotonine, c'est de l'adrénaline. On va le chercher, on peut le chercher par les drogues aussi, par l'alcool, par le tabac. Et ces gratifications-là prennent la plupart du temps le dessus sur des gratifications qui pourraient avoir lieu à moyen ou long terme. Donc, quand je vous raconte tout ça, ou vous êtes déjà en train de vous boucher les oreilles pour dire « Non, 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 moi je veux pas entendre ça », ou alors votre cerveau va chercher une réponse, c'est-à-dire se dire « Bon, ok, il y a un énorme problème, il y a un danger, a priori potentiel, quelle réponse est-ce que je peux trouver tout de suite ?» Si le cerveau n'en trouve pas, il va choisir une autre stratégie qui est la stratégie de la fuite. C'est ce qui se passe quand vous êtes au milieu de la route, qu'il y a une voiture qui vous fonce dessus. Le cerveau cherche une solution. La solution en général la plus adaptée, c'est la fuite, parce que essayer d'arrêter la voiture à la main, la plupart du temps, ça ne marche pas. Là, c'est le même procédé, sauf que la fuite, ça s'appelle le déni. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas y penser. Ce qui est un mécanisme qu'on peut considérer comme étant problématique, mais qui, en réalité, nous permet aussi la survie. Un enfant qui vit un événement traumatique, comme ça nous est arrivé à beaucoup, qui est très violent, il va l'évacuer pour pouvoir continuer à survivre. Le fait, par exemple, de savoir que nous allons mourir, c'est une information extrêmement violente. De se dire que du jour au lendemain, on pourrait ne plus exister, que nos pensées, toutes nos constructions, toutes nos émotions, tout ça va disparaître.
Bah, on le sait, mais on s'arrange quand même pour l'oublier une partie de la journée. À part Woody Allen qui se lève tous les matins en se disant « Ah là, là, je vais mourir, je vais mourir ». Sinon, les autres, en général, ils se disent pas ça. Bah, là, nous, on fait pareil. Donc, on essaie d'écarter cette information-là parce qu'elle est très violente et qu'on n'y trouve pas forcément de réponse. On continue à fonctionner dans ce système de gratification à court terme. Et donc, quand on se retrouve confronté à des choix du type « Est-ce que je prends cet avion pour aller passer une semaine en Guadeloupe alors que c'est le mois de février à Paris, qu'il fait moche, qu'il fait froid, que je suis fatigué, que ça me ferait quand même vraiment du bien d'avoir du soleil ». Le cerveau se met à sous-peser ce choix à l'aune des gratifications à court terme, à moyen et à long terme. Donc, les gratifications à court terme, on les voit. Ça va me faire du bien. Je vais aller au soleil. Je vais me sentir mieux, plus heureux. Les gratifications à moyen terme, c'est si je ne prends pas cet avion, peut-être que ça va arranger la question du changement climatique. Et à long terme, peut-être que ça va faire que mes enfants ou moi-même, si je ne suis pas trop vieux, je vais continuer à vivre sur une planète habitable. Mais la rationalisation va nous amener très rapidement à nous dire bon, 1, est-ce que c'est sûr cette histoire du changement climatique, puisqu'il y a quand même des climato-sceptiques. 2, est-ce que c'est sûr que si moi je prends cet avion, ça va avoir autant d'impact que ça? Honnêtement, des avions, il y en a tous les jours. Si c'est pas moi qui le prends, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, bon, peut-être que pour cette fois, je vais choisir à nouveau la gratification à court terme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, donc à part ça, côté humain, mais même peut-être même collectivement, politiquement, qu'est-ce qui bloque? Il y a plein d'autres choses. Il y a le fait que notre modèle économique est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, construit sur cette idée de la croissance, sur cette idée d'une espèce de développement sans fin, et que donc tout est organisé pour qu'on vive comme ça. Quand on veut tout d'un coup devenir, je sais pas, décroissant, se mettre à arrêter de prendre la voiture, la vie devient beaucoup plus complexe. Quand on habite dans du périurbain ou dans des villes moyennes comme c'est mon cas, ou dans des zones carrément rurales, ne pas prendre sa voiture, ça tient du sport de combat. Parce qu'il n'y a plus de commerce de proximité, il faut aller dans des grandes surfaces. Ces grandes surfaces, elles sont loin, elles sont entourées de parkings. On nous a appris pendant des années que c'était plus simple, c'était moins cher. Donc, pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux aller là-bas. On est face à des décisions politiques qui sont constamment antagonistes avec ce qu'il faudrait faire pour avoir une vraie descente énergétique, renverser la courbe du changement climatique, parce que les intérêts, encore une fois, économiques, qui sont défendus par des lobbies très puissants, qui influencent les décisions politiques, à la fois dans les parlements nationaux ou supranationaux comme à l'Europe, sont monnaie courante, parce que les responsables politiques prennent la plupart du temps des décisions de court terme, un peu comme nous, parce que la gratification à court terme, pour eux, c'est d'être réélu. Et qu'être réélu, ça demande d'essayer de contenter tout le monde au maximum. Et contenter tout le monde, c'est relativement contraire à l'idée qu'il faudrait avoir des politiques radicales face au changement climatique. Tout ça s'entremêle. Et moi, c'est ce que j'ai tendance à appeler le récit dans lequel on baigne. C'est-à-dire que moi, je défends dans mon dernier livre, là, le petit manuel de résistance contemporaine, l'idée que nous, les êtres humains, nous passons notre temps à construire des récits. Que c'est constitutif de notre espèce et que l'organisation politique, l'organisation économique, l'organisation sociale, elle s'appuie sur un récit. Bah justement, tu dis que pour gagner ce combat pour la planète, il faut gagner une bataille idéologique, culturelle, une bataille de l'imaginaire. Concrètement, qu'est-ce que tu entends par là, toi? Ce que j'entends par là, c'est que c'est Yuval Harari qui dit ça, l'auteur de Sapiens. À un moment, il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est les êtres humains qui ont pris le dessus sur les autres espèces sur cette planète. Alors qu'au départ, nos atouts sont quand même minces.
on n'a pas beaucoup de muscles, on n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on court pas très vite, on n'a pas de fourrure pour se protéger du froid. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on est devenu hégémonique et qu'on a été capable d'être plus fort que les éléphants, les gorilles, les panthères, les lions. Lui, il dit que c'est notre capacité à coopérer, à engager la coopération de centaines, de milliers ou de millions d'individus. Il dit si vous mettez un être humain face à un chimpanzé, le chimpanzé gagne, c'est sûr. Si vous mettez 10 êtres humains et 10 chimpanzés, les 10 êtres humains vont se mettre à s'organiser grâce à leur capacité cognitive, à leur habileté à construire des outils, vont mettre au point un système qui va faire qu'ils vont être les plus forts. Et lui dit que cette coopération, elle est rendue possible par notre capacité à partager notre subjectivité, c'est-à-dire à partager notre vision du monde, à se dire tiens, moi j'ai l'impression que les choses sont comme ça, qu'est-ce que tu en penses, et si on agissait tous ensemble par rapport à cette perception de la réalité que j'ai. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? Partager notre subjectivité à travers des histoires, à travers des récits. C'est vieux comme le monde, toutes les civilisations de l'oralité faisaient ça, se racontaient des histoires au coin du feu, se transmettaient les histoires de leur peuple, construisaient une espèce de cosmogonie du monde avec des dieux, avec des forces de la nature, avec des représentations. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce qu'elle est ronde? Avec des structures sociales. Qui est le chef? Pourquoi? Est-ce que ça lui vient d'un dieu ou non? Tout ça, ce sont des récits. Tout ça, ce sont des histoires. Et Harari dit, plus on est nombreux à adhérer aux mêmes récits, aux mêmes histoires, plus on est nombreux à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. Dans notre société moderne, l'histoire qui a remporté le combat des histoires, c'est le capitalisme financiarisé, la croissance économique, le matérialisme dans une certaine mesure. Ça a gagné contre la monarchie, ça a gagné contre le communisme, ça a gagné contre les religions, et ça s'est répandu dans le monde entier à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des êtres humains veulent participer à cette histoire, veulent vivre comme des Américains, veulent vivre comme des Européens, comme ce qu'ils voient à la télé. Ces histoires sont colportées grâce aux médias. Avant, c'était la télé, le cinéma, maintenant c'est Internet. Donc, si on veut engager une transformation en profondeur de nos sociétés, si on se dit « waouh, en fait, cette recherche effrénée d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de biens matériels, toujours plus de croissance économique, elle est en train de nous emmener vers une forme de suicide collectif », on a besoin de proposer un autre récit, une autre vision de l'avenir, un autre imaginaire. C'est impossible d'entraîner des millions de personnes et de les faire coopérer justement pour transformer la réalité si on n'est pas d'abord capable de montrer où on va et d'imaginer à quoi ce monde différent pourrait ressembler. Et du coup, quel récit, toi, t'aimerais raconter à tes enfants, à tes petits-enfants si on gagne cette bataille? Il faut leur raconter avant. Oui, avant. Parce que si on a gagné la bataille, c'est que je pense que le récit aura pris. Moi, c'est déjà ce que je fais. C'est-à-dire que quand on a fait Demain, on a essayé de construire un autre récit de l'avenir en montrant d'autres histoires de comment on fait de l'agriculture, d'autres histoires de comment on crée de la monnaie, d'autres histoires de comment on crée de l'énergie, on fabrique de l'énergie. Et on a essayé de les mettre bout à bout justement pour en faire un récit un peu plus global de l'avenir. Et je pense que si ça a marché, c'est parce que ce désir-là et ce récit-là a, d'une certaine manière, rencontré l'aspiration et la sensibilité de plein de gens. Là, le film que je suis en train de faire, on essaie de raconter une autre histoire qui est notre appartenance au vivant. C'est-à-dire que moi, je crois que le péché originel, c'est pas Adam et Ève qui vont cueillir la pomme sur l'arbre de la connaissance et qui vont dégringoler et se rendre compte qu'ils étaient nus. C'est notre séparation du reste du monde vivant qui provient à la fois des textes religieux, à la fois de la philosophie des Lumières, les animaux machines de Descartes, etc. On a considéré que l'être humain était à part, une espèce qui, et c'est ce qu'on trouve dans la Bible,
C'est-à-dire que Dieu crée l'homme à son image et puis ensuite il crée la création pour être au service de l'homme. C'est problématique ça, comme récit. Ça veut dire que les autres espèces vivantes, qu'elles soient animales, végétales, peuvent être utilisées à loisir. Ce sont des ressources. Ce que la situation actuelle est en train de nous apprendre, c'est que nous sommes irrémédiablement liés au sort du reste du vivant. Et que si les autres espèces disparaissent, nous allons disparaître aussi. Si le climat de notre planète se dérègle, on risque de disparaître. Si on coupe toutes les forêts, on risque de disparaître. Donc pour moi, le récit de l'avenir qui peut fonctionner, il doit absolument s'appuyer là-dessus. Sur cette idée que nous sommes la nature. Il n'y a pas les humains et la nature. Nous sommes la nature. On parle tout le temps de l'environnement. L'environnement, c'est terrible comme mot. Ça veut dire que c'est le truc qui est autour de nous. Mais il n'y a pas d'environnement. On est inséré dedans. On est des mammifères. Le film que je suis en train de tourner s'appelle Animal, pour dire ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'animalité en nous. Nous sommes des animaux très particuliers. Mais donc des animaux qui sont dans des chaînes de cascades trophiques, encore une fois, dans des chaînes alimentaires. Et on ne peut pas s'exonérer de cette réalité-là. Et si on comprend ça, c'est-à-dire que si on met ça comme l'axiome de base de notre nouveau récit, tout doit changer. La façon dont on fait de l'industrie, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se déplace, la façon dont on construit nos villes, la façon dont on interagit avec les autres espèces vivantes, avec les loups, avec les ours, avec les oiseaux, avec les insectes. Ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre comment le vivant fonctionne et de comprendre quel est notre rôle là-dedans. Est-ce que notre rôle, c'est simplement de tout détruire ou est-ce que c'est autre chose ? Là, quand on est allé refilmer au Bec et Loin, donc cette ferme en permaculture en Normandie, c'est passionnant parce que dans leur pratique, ils cherchent d'abord à comprendre comment les écosystèmes fonctionnent pour essayer de copier certains mécanismes ou de les reproduire, mais parfois même de les adapter et de les enrichir. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir une pratique agricole qui va avoir tendance à essayer de mécaniser la nature, c'est-à-dire de supprimer sa diversité et de la remplacer par des produits ou des machines, ce qu'on fait avec l'agriculture industrielle, on va tout couper dans un champ, on va enlever les haies, on va enlever les arbres, on va enlever les mauvaises herbes, on va faire un champ à nu, avec une terre qui n'est qu'un substrat, on va y mettre les graines qu'on a sélectionnées, pour les faire pousser, on va mettre un engrais pétrochimique qu'on a fabriqué à base de pétrole. Comme la nature n'est pas faite pour la monoculture, les plantes qui vont pousser sur ces substrats vont être relativement en mauvaise santé, assez faibles, donc elles vont être attaquées par des parasites. Donc pour lutter contre ces parasites, on va utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides, des fongicides, des herbicides. Donc on va encore tuer plus de biodiversité, éventuellement de pollinisateurs. Donc on va encore avoir plus recours à des produits chimiques. Et ce cercle vicieux, il nous emmène à la destruction. L'inverse, c'est de se dire, on crée un maximum de diversité, on fait en sorte qu'il y ait un maximum d'espèces différentes, pour qu'il y ait un maximum de pollinisateurs, pour qu'il y ait un maximum de vie dans le sol qui le rende fertile, pour que cette diversité nous aide, que les arbres, par exemple, participent à climatiser, participent à aller chercher des oligo-éléments dans le sol et les remontent, participent à aérer le sol aussi, pour qu'il soit plus fertile, participent à fabriquer de l'humus, que les pollinisateurs, eux aussi, et ça on le sait, plus par exemple il y a d'abeilles sauvages à un endroit, plus les récoltes sont abondantes, pour chercher des complémentarités entre les espèces, pour que les espèces cèdent, pour faire en sorte qu'on ait aussi une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que quand on a des ravageurs, ben on est les prédateurs de ces ravageurs, etc. etc. Et donc là, on crée du vivant augmenté. Une harmonie, oui. Ok, passionnant.
Non, mais enfin, je trouve ça passionnant, notamment ce récit où on est la nature, parce que je trouve que ça va même encore plus loin que juste susciter l'empathie. Il y a une vraie prise de conscience que tu essaies de faire, notamment avec ce nouveau projet. Peut-être toi, est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu t'es engagé depuis plus de 10 ans maintenant, 2006, les colibris, c'est ça? Quel a été ton déclic, ta prise de conscience qui a fait que tu t'es dit j'ai envie de dédier une partie de mon temps, de mon activité à ça? J'ai pas eu de déclic. En fait, on me pose tout le temps cette question, mais je pense que ça a été plutôt un processus progressif. J'ai toujours voulu faire des choses qui ont du sens pour moi, qui me passionnent, qui me donnent envie de me lever le matin. Et en même temps, j'ai toujours eu besoin de créer. Donc je suis dans une recherche perpétuelle depuis que j'ai 16 ans pour essayer de trouver des activités qui permettent de réunir ça. Donc c'est passé par de l'engagement, par des activités artistiques, puisque j'étais acteur au départ. J'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais 17 ans. J'ai commencé à écrire des très mauvais romans policiers quand j'avais 13 ans. J'ai toujours été entouré de gens qui faisaient de la musique. J'ai commencé à faire un peu de la musique, pareil, vers 16-17 ans. Et puis, au gré des rencontres, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets qui étaient plus de l'ordre de l'engagement pour la paix, pour l'écologie, parce que j'ai aussi un tropisme qui me vient de mes propres névroses personnelles. C'est que comme j'ai eu une enfance compliquée, vécu des choses un peu traumatiques, etc., j'ai toujours senti le besoin de réparer un peu ce qui était cassé, ce qui était meurtri, détruit. Donc le monde est plein de choses cassées qu'il faut essayer de réparer. Tes parents ont divorcé? Non ? Mes parents ont divorcé, oui. Et puis j'ai vécu des trucs que je n'ai pas forcément envie de raconter, mais qui étaient violents. Agression sexuelle, tout ça. Enfin, bon. Donc, la paix, la justice, l'équité. Il y a en fait, je pense que c'est des expériences qui broient et qui détruisent, ou qui, au contraire, donnent envie de réparer, de recréer de l'harmonie là où c'était cassé. Et donc, ça crée un champ très vaste, parce qu'encore une fois, le monde est plein de ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se perdre là-dedans. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte aussi que le fait de le faire de façon un peu névrosée, en n'ayant pas conscience qu'en fait, en essayant de réparer le monde, on essaye de se réparer soi-même, ça peut conduire à des états de rupture. Donc moi, j'ai fait un burn-out en 2012 parce que je faisais beaucoup trop de trucs à la fois et qu'on peut ne jamais se donner de limites. Il y a toujours quelque chose de plus à faire. C'est jamais assez, d'une certaine manière. Oui, je voulais revenir sur cet épisode du burn-out, parce que tu en as parlé publiquement dans quelques journaux en 2014. Mais oui, tu faisais référence à effectivement 2012-2013. Et parce que cette tâche, elle est immense, en fait. Et la course, elle est aussi sans fin. Donc, je voulais savoir comment ça s'était passé, que tu nous racontes un peu... parce qu'il y a beaucoup probablement d'entrepreneurs et de personnes qui nous écoutent qui sont touchés par ces sujets, qui ont des montagnes à gravir. Et toi, comment ça s'est passé ? Je me suis mis à accumuler les projets. Donc, je dirigeais Colibri à cette époque-là. Donc, on était quand même une quinzaine de personnes dans l'équipe. J'ai créé donc cette collection de livres chez Actes Sud, le domaine du possible, qui me demandait pas mal de travail. Recevoir des manuscrits, les lire, les suivre, travailler avec les auteurs. J'ai créé avec quelques amis un magazine qui s'appelle Kaizen en 2012. Là aussi, énormément de travail. La presse, c'est terrible. Alors, c'est un bimestriel seulement, mais tous les 2 mois, on est à nouveau en bouclage. Il faut passer son temps à courir derrière les pigistes, à relire les textes, à en écrire.
J'avais participé à un film de Colin Serrault que j'avais coproduit, coécrit avec elle. J'ai eu 2 enfants en 2005 et 2008. Et j'écrivais un roman. Et à un moment, cet empilement de trucs que je faisais en plus à corps perdu, le soir, le week-end, la journée, a fini de façon assez logique par faire exploser mon système. Mon corps a dit non à un moment et donc un jour on peut plus se lever, on est rien qu'à l'idée d'aller travailler, on est complètement dévoré d'angoisse, on a des crises de larmes qui arrivent sans raison apparente, des vertiges, des palpitations, des accès d'agressivité. Donc voilà, donc je me suis arrêté pendant 3 mois, j'ai fait une thérapie pendant 9 pour essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Donc ce qui m'a permis de comprendre ça, que encore une fois, j'essayais de réparer mes propres fêlures en réparant le monde et que c'était sans fin et que tant que j'allais pas regarder à l'intérieur, je pouvais continuer longtemps, que j'avais une frustration créative énorme, parce que j'avais arrêté mes activités artistiques et je compensais en créant des projets, sauf que faire un film, une fois que le film est terminé, on peut passer à autre chose, mais quand on crée une ONG, quand on crée un magazine, quand on crée une collection de bouquins, il faut continuer à s'en occuper, donc ça s'empile, c'est pas consécutif, quoi. Voilà. Et puis j'ai vu qu'autour de moi, j'étais pas le seul, enfin que ce syndrome du chevalier blanc ou du militantisme sacrificiel, il existait beaucoup dans ce milieu-là. Et comment effectivement, il y a beaucoup et beaucoup sont engagés dans une tâche qui semble immense. Enfin, toutes les personnes engagées aujourd'hui pour la planète, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Enfin, même dans tout ce qu'on entreprend. Qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour conserver cette énergie aujourd'hui? Quels enseignements t'as tiré de cet épisode-là? Qu'est-ce que t'as mis en place? Je suis pas encore non, je suis pas hyper bon là-dessus. Non, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je me suis réorienté vers des activités qui sont nourrissantes pour moi. C'est-à-dire que la direction de structure, c'était pas du tout mon truc. J'ai beaucoup de gestion humaine, administrative, financière. C'est pas du tout mon tempérament, donc ça me demandait encore plus d'énergie qu'à quelqu'un d'autre. Donc je me suis réorienté vers des activités artistiques qui sont vraiment les choses qui me rendent heureux, qui me permettent de m'exprimer, qui me rechargent en même temps que ça me décharge. Donc ça, c'est déjà un progrès. J'ai des moments où je coupe, quoi. Où je dis stop, rideau, il n'y a plus personne. Je sais que j'ai des pratiques qui m'aident. Aller marcher dans la forêt, méditer, lire, aller au cinéma, passer du temps avec ma famille, ceux que j'aime. Donc quand je sais faire du sport, beaucoup. Donc je sais que quand ça va pas, je fais ça. Jardiner, être dehors. J'ai la chance maintenant d'avoir un grand jardin. Donc j'ai fait un potager, j'ai planté plein d'arbres fruitiers. Enfin, donc ça c'est bien. Voilà, et puis après je connais un peu plus les signaux. Ouais, tu te connais plus dans un sens. Ouais, là, il y a quelques semaines, j'étais à nouveau à très 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 peu de choses de recraquer, donc j'ai vu. Donc j'ai mis en place le plan sec tout de suite. Le plan, d'abord on médite, après on va dans la forêt. C'est ça, on dort. Et tant qu'on parle d'organisation, de rituels de ta vie quotidienne, je me demande si tu as poussé l'organisation de ta vie à être autonome énergétiquement, autonome en système d'alimentation. Est-ce que tu as des réserves de nourriture pour des mois? Enfin voilà, un peu tout ça, quoi. Ça c'est encore autre chose, c'est être survivaliste, mais je le suis pas encore du tout, non.
Et je pense pas que je le serai jamais individuellement, parce que pour moi, c'est pas vraiment la réponse. La réponse, c'est d'essayer de construire des autonomies collectives sur les territoires. Donc je suis plutôt à essayer de pousser des dynamiques là où je vis. De troc, d'échange. D'abord, d'avoir des maraîchers bio là où on est. On a une régie locale d'énergie, donc que cette régie locale produise de l'énergie renouvelable sur le territoire. De créer des petites communautés aussi. Donc c'est vrai qu'on est une petite quarantaine là où je vis, à se tenir un peu les coudes et à être ensemble et à donc pouvoir aussi trouver des solutions quand il y a des problèmes, ce qui je pense est un des éléments très importants de la résilience. Et puis après, je fais quand même un peu des trucs chez moi. C'est-à-dire que je pense que l'autonomie collective n'interdit pas d'avoir un peu plus d'autonomie individuelle. Donc effectivement le potager, on a mis une serre pour pouvoir faire des semis, on a des réservoirs de collecte d'eau de pluie, on a 2000 litres d'eau de pluie. Là je suis en train d'installer un système de chauffage au bois en complément de notre chauffage au gaz. On a isolé pour consommer beaucoup moins d'énergie. Voilà, donc on essaye. Et puis on réfléchit à mettre des tuiles solaires peut-être sur notre toit. Ok. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que la question qui nous occupe, elle est spirituelle, c'est quel sens on veut donner à notre vie sur Terre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que toi tu l'as trouvé, ce sens ? Je ne sais pas si on peut le trouver, dire qu'on l'a trouvé définitivement. Ce qui est certain, c'est que cette question-là s'est posée pour moi très jeune. À partir de... je ne saurais pas dire vraiment, mais j'ai l'impression que même vers 8-10 ans, je me posais la question. Après, c'était encore plus prégnant à l'adolescence, mais se dire, qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert d'être en vie ? À quoi je vais occuper ce petit moment de présence sur Terre ? Et les réponses qui m'étaient proposées me sont assez rapidement apparues comme étant très incomplètes. À la fois la religion. Moi, je suis né dans un environnement où les gens étaient assez cathos et j'étais enfant de cœur longtemps. Et j'étais très marqué par ça parce que j'ai raconté ça dans quelques interviews, mais je ne sais plus quel âge j'avais exactement, mais je devais avoir peut-être 13-14 ans. J'avais peur que Dieu m'appelle. Parce qu'en fait, j'avais autour de moi donc, des gens qui étaient prêtres, qui étaient moines. Et donc, j'entendais ces histoires de « Ah bah, il a été appelé par Dieu ». Donc, je me suis dit « Merde, c'est quoi ce truc ?» C'est un moment, Dieu t'appelle, puis t'as pas le choix, quoi. Faut que tu y ailles. Apparemment, eux, comme ils ont raconté le truc, c'est il t'appelle, c'est foutu, quoi. Il t'a appelé, quoi. Et donc, moi, je me souviens, j'étais sur mon vélo et je priais Dieu pour qu'il m'appelle pas. Je disais « M'appelle pas, ne m'appelle pas surtout. » S'il te plaît, ça m'intéresse pas du tout cette histoire. Je veux pas du tout être prêtre ou moine ou je sais pas quoi. Ne m'appelle pas, ne m'appelle pas. Bon, il m'a pas appelé. Hein. C'est cool. Et puis, je posais plein de questions. Je disais, mais alors, est-ce que Jésus, il est aussi apparu aux extraterrestres qui vivent sur d'autres planètes, s'il y en a ? Puis alors, les curistes étaient là, mais c'est quoi ça, cette question, ça sert à quoi en fait? Je sais pas, votre truc, c'est de dire que Dieu nous est apparu, mais donc Dieu, c'est le Dieu, il a créé l'univers. Ouais. Bah, donc s'il y a d'autres gens ailleurs, il a dû y aller aussi. Bah, on ne sait pas, parce qu'on ne sait déjà pas s'il y a d'autres gens ailleurs. Ah bah oui, mais enfin c'est logique et tout ça. Et donc, ce truc-là me paraissait un peu bizarre. Pareil, qu'on faisait lire la Bible, il y a des trucs vraiment dingos dans la Bible. À un moment, il y a quand même cette histoire de Moïse. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Quand il va chercher les tables de la loi, donc il est au pied du mont Sinaï, il laisse les Hébreux tout seuls pendant qu'il va monter chercher les tables de la loi. Et il leur dit, bon, vous faites pas de conneries, les gars, je vais chercher, je reviens. Hein. Il monte, et Dieu lui dit, tu sais que pendant que tu es là, ils sont en train d'adorer le veau d'or. Donc il se met très en colère, Dieu le calme en lui disant, tout va bien Moïse. Il lui donne les tables de la loi, donc où il y a les 10 commandements, dont
un commandement qui est « tu ne tueras point ». Évidemment, c'est la chose la plus précieuse qui soit, c'est son Dieu qui lui donne. Il redescend, il voit que les Israéliens sont en train, les Hébreux sont en train d'adorer le veau d'or, il pète un câble, il prend les tables de la loi, il les jette, il les casse, et il dit « les fils de Lévi avec moi, on en passe, et la nuit même, ils en passent 3000 par le fil de l'épée. » Donc un jour, je vais voir un copain, un prêtre, et je lui dis « mais où ce mec est un dangereux schizophrène, c'est-à-dire qu'il a oublié ce que Dieu lui avait dit et il répète les plombs, et il casse les tables de la loi qui sont censées être le truc le plus précieux qu'il a jamais eu, donc on ne comprend pas pourquoi non plus, et Dieu lui a donné les commandements dont tu ne tueras point, et le premier truc qu'il fait, c'est en tuer 3000. Donc ou il est barge, ou il y a un problème dans le texte. Et ils me disent « Ah mais non, mais tu sais, c'est parce que c'est des traductions qui ont été faites à plusieurs époques différentes, et puis il y a eu un moment, il y a eu un collage qui a été fait de façon un peu arbitraire, et il y a des endroits, c'est vrai, ça colle pas. » Ah d'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la Bible, le texte sacré, la parole de Dieu. Ça paraît quand même pas très sérieux cette affaire. donc assez rapidement, la religion, je me suis posé plein de questions. La société, c'était pareil. Hein. Tu vas à l'école. Ok, déjà, moi, je détestais l'école, mais je détestais ça parce que c'est pas du tout ma façon d'apprendre, moi. Moi, je m'en suis rendu compte malheureusement après l'école. Ma façon d'apprendre, c'est en faisant. J'apprends en faisant. À l'école, on n'apprend jamais en faisant. On n'apprend que par l'abstraction. Donc, ça veut dire qu'il faut être assis sur une chaise, écouter quelqu'un qui parle, écrire, comprendre ce que ça veut dire de façon abstraite, et ensuite recracher par cœur au contrôle. Et moi qui ai toujours justement recherché du sens, dire à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on me fait faire ça, je n'en trouvais pas. Donc j'étais malheureux comme une pierre, donc j'avais qu'une hâte, c'était de partir de l'école. Sauf que j'ai assez rapidement remarqué que les adultes, une fois qu'ils étaient sortis de l'école, ils allaient au boulot. Le boulot, ils appelaient ça le chagrin. C'était un peu, on va aller au chagrin. Et qu'en fait, le truc qui les intéressait beaucoup, c'était le soir, le week-end et les vacances. Donc je me suis dit, mais c'est carrément une arnaque, ce truc. C'est-à-dire qu'on te fait aller à l'école pendant 15 ans, déjà, c'est la prison. Mais ensuite, on te renvoie dans le même truc. Et alors là, c'est carrément jusqu'à 60 balais, voire même plus, parce qu'ils ont l'air de changer tout le temps les régimes de retraite. La boîte. Donc c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, ce truc des boîtes de Pierre Rabhi et tout ça, ce truc qu'il raconte, moi, ça m'a vachement frappé. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus frappé dans ce que Pierre Rabhi racontait. Ce truc de sortir d'une forme d'aliénation, d'enfermement. Parce que moi, c'était exactement là où j'en étais. J'étais, mais il faut une porte de sortie, là. Comment on s'échappe de ce truc ? Et donc, c'est vrai que je me suis un peu fait une promesse à 16 ans qui était de me dire je ne ferai jamais un truc juste pour de l'argent, juste parce qu'il faut avoir un salaire à la fin du mois. Je veux faire quelque chose qui me passionne, qui a du sens, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça m'a propulsé dans ces questionnements. Et je me suis rendu compte que notre société était, quand on dit qu'on vit une crise spirituelle dans la société, qu'elle était malade de ça. Parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de boussole. À un moment, la religion donnait du sens, mais qui était un sens un peu... déjà tout cuit, quoi. Tout était déjà écrit. Ensuite, justement, et c'est toujours cette histoire de récit, le consumérisme, la société de consommation a essayé de pallier cette disparition du sens religieux en disant maintenant le sens, c'est de s'enrichir, c'est le confort, c'est le progrès technologique, c'est tout ça, c'est ça le sens. La machine. Et comme ce truc se craquelle, alors c'est quoi le sens maintenant ? C'est plus de croire en Dieu et d'essayer d'aller au paradis, c'est plus d'essayer de gagner un maximum d'argent et d'être le plus riche et de voir la situation matérielle de nos enfants, de nos petits-enfants s'améliorer. Donc est-ce que c'est l'humanisme ? Est-ce que c'est justement la reconnexion au reste du vivant ? Est-ce que c'est comprendre ce que nous faisons sur cette planète ? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Moi, ce qui me passionne, c'est ça. C'est de comprendre ce que je fais là, mais de comprendre ce qu'on fait là, globalement. C'est-à-dire, comment est-ce que les humains jouent leur partition au milieu de toutes les autres espèces ? Quand tu regardes les autres espèces, il y a une forme d'équilibre qui se fait. Quand tu regardes, justement, c'est ce qu'on a été voir là à Stanford, cette histoire des cascades trophiques, c'est fascinant. Tout s'équilibre, tout interagit,
tous complètes. Nous, on est la première espèce à avoir été capable de s'extraire de ça et tout désorganiser. On voit bien que c'est pas durable, et donc c'est pas notre fonction. Donc comme on est très particulier, qu'effectivement on a cette capacité de conceptualisation, de raconter des histoires, d'organiser, à quoi est-ce que ça peut servir ça? Et comment est-ce qu'on peut, grâce à cette compétence particulière de notre espèce, enrichir le monde, construire un monde, encore une fois, augmenté au sens plus de biodiversité, plus de solidarité, plus d'épanouissement, plus de reliance, plus d'ouverture, plus d'empathie. Ça, je trouve que c'est un sens et une forme justement de recherche spirituelle qui m'intéresse beaucoup. Merci Cyril. Avant de clôturer, j'ai quelques questions courtes pour finir cet échange. En quoi est-ce que tu crois? J'en sais rien. Ça me fait penser à la chanson de Lennon. I don't believe in magic. I don't believe. Non, mais c'est une chanson qui s'appelle God. Et il passe son temps, toute la chanson, il dit ce en quoi il ne croit pas. Et à la fin, il dit I believe in me, Yoko and me. Je sais pas, je crois en l'amour peut-être, en l'art, je crois en la capacité d'être heureux si on est relié. Voilà. Qu'est-ce qui t'émerveille? Il y a plein de choses qui peuvent m'émerveiller. Les gens peuvent m'émerveiller. Les arbres, mes chats, mes enfants, des poèmes. Ce qui m'émerveille, en fait, je pense, c'est la vérité, pas au sens genre une vérité construite, etc., mais la vérité des choses. Quand quelqu'un est vrai, quand quelqu'un est hyper sincère, c'est bouleversant. Les animaux, les enfants, un coucher de soleil, un arbre, ça peut pas être faux. Donc, quelle est la question que tout le monde devrait se poser? Qu'est-ce que je fais là et comment est-ce que je peux rendre ce petit moment de vie sur Terre le plus intense, le plus utile et le plus heureux possible. Quel a été le meilleur conseil que l'on t'ait donné et que tu aies suivi aujourd'hui? Je pense que je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout, mais c'est si tu fais en sorte d'être bien toi, si tu commences par t'occuper de toi et que tu fais en sorte d'être équilibré, bien dans tes pompes, tu pourras rendre les autres heureux, leur être utile, leur apporter quelque chose. Ça, c'est une sacrée leçon. Justement, ce truc de se perdre dans les autres, ou de rester moi, et de pas avoir cette respiration-là qui est de dire je fais en sorte de m'épanouir, d'être équilibré, d'être à ma juste place. Et si je suis la bonne personne au bon endroit et que je rayonne, je peux être utile au monde. Ça, je pense que c'est un bon conseil à donner. Ne pas t'oublier. Complète cette phrase. Le monde a besoin d'amour. Merci Cyril. Avec plaisir. Merci infiniment à Cyril Dion pour cette conversation. Avant de partir, si l'épisode vous a plu, le mieux est d'aller directement le dire à l'invité sur les réseaux sociaux. Ensuite, pensez à mettre une note 5 étoiles de préférence et un commentaire sur Apple Podcast ou sur toutes vos applis d'écoute de podcast et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément. Ça nous permet de le faire connaître, de le faire grandir et pour vous, de continuer à entendre des invités exceptionnels. Parlez-en aussi autour de vous et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, @wakeup_.